Julien, de toi à moi, à Bulle, on pense quoi des Genevois? Vous avez un peu la grande gueule parfois quand même. Vous êtes un peu arrogant. Et surtout, vous n'êtes pas vraiment en Suisse. Ah, en fait, vous êtes méga cool. Genève et ses nombreuses banques, Genève et son horlogerie, Genève et ses grandes familles patriciennes, ces familles bourgeoises, pourrait-on dire protestantes, qui ont fait la grandeur et la fortune de la cité de Calvin et qui ont au passage amassé pas mal d'argent, de moulins. Et ben dans cet épisode, on se pose la question de comment cet îlot de prospérité a bien pu se créer et avec quelle mentalité calvino-capitaliste il s'est développé. Les banques protestantes fleurissent davantage partout dans le monde que les banques qui ont une autre identité culturelle, plus que religieuse peut-être. Je vous fais 6 siècles d'histoire en accéléré. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite fortune? Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais moi. Qu'on se le dise, ça fait très longtemps que Genève, par sa position géographique, est un carrefour commercial. Déjà au IIe siècle, les Romains y passent grâce au seul pont qu'il y a entre le Léman et Lyon. Et puis 1000 ans plus tard, c'est toujours le cas puisqu'on y organise de grandes foires, des grandes foires dopées par l'ouverture du col du Simplon en 1270 qui favorise l'afflux massif de marchands italiens. Sur les places Longemal, du Mollard ou de la Fusterie, on vend, on achète des épices, des armes, de la laine, des draps de lin et de coton, des fourrures, des produits de luxe et des produits régionaux. Alors est-ce qu'à l'époque le seul produit régional c'était déjà le cardon là, avec ses grosses piques et puis le truc impossible à préparer? Je ne sais pas. Chaque ville importante doit frapper sa propre monnaie. Et les experts dans le domaine, ce sont les Italiens, les marchands italiens, les Toscans et les Lombards. On leur donne une table, en fait, on appelle ça un banc, una panca en italien, et ça va donner le mot banque. Genève devient donc au XVe siècle ce qu'on pourrait déjà appeler une place financière. On y pratique des transferts de fonds, des ordres de paiement, des lettres de crédit et d'échange, et certains négociants locaux sont faits banquiers. Atout important, le prêt avec intérêt y est autorisé, contrairement aux us et coutumes de l'Église catholique. Mais cette place financière, notre petite Genève, souffre de la concurrence avec Lyon, qui est le gros carrefour commercial. Faut dire que le roi de France nous met la pression. Julien, t'as la pression? Bon, la pression, je la bois. À Bulle, on boit quoi? Voilà, cardinal, la cardoche pour les intimes. La cardoche. Au frais, une cardoche au cardon. Nous piquez pas l'idée. Si j'étais riche. La ville compte alors une dizaine de milliers d'habitants, mais son économie fait des hauts, fait des bas. Mais il y a un événement qui va tout changer, c'est la réforme. Tu peux nous dire ce que c'est la réforme? Pour Julien qui n'a pas suivi ses cours d'histoire à l'école, petit résumé de ce que c'est la réforme. Dans une Europe en proie aux guerres et aux épidémies, à la peste et à la variole par exemple, la toute-puissante Église catholique devient un peu trop puissante et oppressante. Elle se met notamment à vendre des indulgences. Des indulgences, ce sont des bouts de papier que vous payez pour réparer vos péchés et racheter votre temps au purgatoire pour aller au paradis. En vrai, les indulgences, ça existe encore aujourd'hui. C'est ouf, c'est le pape qui peut genre te donner des indulgences. Tu peux faire aussi des pèlerinages comme ça et avoir des indulgences. Mais c'est gratuit, ils te le font plus payer en fait. Intéressé? Il veut racheter sa place au paradis, le Julien. Il a fait des bêtises sous Cardoche. Bref, à l'époque, ça rapporte beaucoup d'argent, notamment au pape qui fait construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Et ça, c'en est trop pour le jeune prêtre allemand Martin Luther, excédé par le luxe et la corruption au sein de l'Église catholique. Pour Martin Luther, il faut revenir au texte. Seule la Bible doit servir de guide aux fidèles. En 1517, il placarde ses 95 thèses sur les portes de l'église du château de Wittenberg. Il traduit également la Bible en allemand pour qu'elle soit comprise par le peuple sans l'intermédiaire d'un prêtre qui, lui, prêchait en latin. Et grâce au soutien de riches princes, à un contexte géopolitique favorable et à la récente invention de l'imprimerie, les idées du réformateur se propagent comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. Des seigneurs, des intellectuels, des bourgeois, nombreux sont ceux qui sont séduits par ce schisme chrétien et deviennent protestants, donc qui protestent. En France, on les appelle les Huguenots et les affrontements entre catholiques et protestants huguenots vont être terribles. Et peut-être l'événement le plus terrible, c'est la nuit de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, où 30 000 protestants vont être assassinés. Il y a combien d'habitants à Bulle?
Boy, 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 boy. Et c'est là où ça devient intéressant pour Genève, parce que ces huguenots qui sont marchands, bourgeois souvent, voient en Genève, dans cette petite ville du bout du lac, une terre à l'abri des conflits, une terre assez paisible. Genève vient alors de basculer dans le protestantisme grâce au pasteur Guillaume Farel et surtout Jean Calvin. Jean Calvin est un réformateur picard qui sera prié par les autorités religieuses genevoises de venir mettre de l'ordre dans le protestantisme naissant à Genève. Parce que si Luther pense cette nouvelle foi, Calvin lui va lui donner un cadre pratique des institutions, une application, comment on fait du protestantisme finalement. Et Calvin veut faire de Genève une ville sainte entièrement tournée vers la volonté divine. En 20 ans, la population double pour atteindre 20 000 habitants. Genève a ainsi accueilli l'équivalent de sa propre population. Ces immigrés huguenots sont imprimeurs, horlogers, artisans travaillant la soie notamment, et aussi ils sont plus pieux et mieux éduqués, plus riches et dotés de savoir-faire nouveaux. Et même si à leur arrivée il y a quelques tensions, c'est quand même tout bénef et Calvin, lui-même français, voit cela d'un bon œil. C'est grâce à cela que débute la haute horlogerie à Genève avec le premier horologier. Oui, c'est comme ça qu'on disait horologier. Le premier horologier officiel de la ville de Genève, c'est le huguenot Thomas Bayard, arrivé en 1554. Et là, on va commencer à voir concrètement l'influence de la pensée de Calvin sur cette économie naissante. Dans ses ordonnances somptuaires, Calvin interdit tout luxe et apparat. Et on n'a également pas le droit de danser, de faire la fête, de faire du théâtre, on n'a pas le droit de se déguiser. Et surtout d'arriver en retard au culte. En fait, tout ce qui pourrait détourner les gens du travail est interdit. En gros, on a un peu rien le droit de faire de fun sous Calvin. Calvin était un peu connu pour être un gros relou, un killer de vibes comme on dit. Mais par contre, il y en avait peu à l'époque, mais on avait le droit de porter la montre. Placement de produit, Julien, est-ce que t'as une montre ? Calvin dit d'ailleurs, nous avons maintenant des montres, alors vous pouvez venir au culte à l'heure. Il dit encore, à l'heure de notre mort, Dieu nous demandera de rendre compte de chaque minute de notre temps. Achetez des montres, ainsi vous saurez ce qu'est une minute. Pour Calvin, il faut bien gérer son temps, ne pas céder à l'oisiveté. Certains chercheurs disent même que c'est Calvin qui a inventé la notion de ponctualité, ou du moins qui l'a poussé à un tel niveau. C'est pas toi qui l'as inventé en tout cas la notion de ponctualité. Qui sait qui a pris 3 heures à placer son matos pour cette émission et on est dans le jus, c'est lui. Et les orfèvres genevois se convertissent donc à l'horlogerie, à la dorure aussi. Et il y aura bientôt trop d'horlogers à Genève, donc ils vont peu à peu migrer vers Neuchâtel, Bienne, La Chaux-de-Fonds, qui sont encore de grands centres horlogers aujourd'hui, faut-il le préciser. Quand tu es riche, tu as toujours raison. Pour beaucoup, la théologie et la philosophie de Calvin sont même un des moteurs du capitalisme moderne. C'est ce qu'affirme en 1904 le père de la sociologie, Max Weber, dans son ouvrage L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Pour construire sa théorie, le sociologue allemand part d'un constat. Outre le fait que la révolution industrielle se soit déroulée dans des régions réformées comme la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, et les statistiques de l'époque en Allemagne montrent que les chefs d'entreprise, les cadres, les ingénieurs sont le plus souvent de confession protestante, et Weber cherche à comprendre pourquoi. Tout d'abord, il y a le rapport au travail, dit Weber. En effet, les protestants ascétiques, travaillent, sont besogneux. Ce dévouement vient de Calvin et de son concept de prédestination. En gros, vous êtes prédestiné à être élu ou damné, donc à aller au paradis ou en enfer, et ça, vous n'avez aucun moyen d'influer dessus. C'est Dieu qui décide, un point c'est tout. Et ça, c'est tout le contraire de l'Église catholique qui vend, rappelez-vous, ces fameuses indulgences pour aller au paradis. Donc les protestants sont un peu flippés pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés à leur mort. Ils cherchent des signes. Et la réussite dans le travail en est un, car le travail est directement rattaché à Dieu. C'est la notion de vocation, de bérouf. Donc si vous avez du succès dans votre travail, ça veut sans doute dire que vous serez sauvé. Et autre point que soulève Weber, c'est que chez Calvin, tout est fait pour autonomiser l'individu. Calvin donne accès à l'éducation pour que chacun puisse lire la Bible et faire ses choix dans la vie.
gérer seul sa conscience et ne plus la confier, par exemple à un prêtre qui vous dictera quoi faire. J'ai du sang sur les mains, et pas qu'un peu, voyez. Il y a là une responsabilité individuelle, donc une indépendance d'esprit, donc un esprit enclin à entreprendre. Salut à toi, jeune entrepreneur. Sous Calvin, monter sa boîte et gagner de l'argent, eh bien c'est valorisé et ça glorifie Dieu en même temps. Une des rares choses que je connais de mon instruction religieuse, c'était la parabole des talents. Le rôle de l'individu, du chrétien, c'est finalement de faire fructifier son bien. En revanche, selon la doctrine calviniste, il est mal de s'enrichir et de dépenser pour son seul plaisir. Non, il faut mettre le fruit de son labeur au service des autres. Telle est, là encore, la volonté de Dieu. Et dernière chose, et non des moindres, Calvin considère, comme les juifs et contrairement aux catholiques, que le prêt avec intérêt est légitime. Et ça, c'est un magnifique outil pour engranger des capitaux. Pour Weber, le protestantisme a donc été un des facteurs d'amplification d'un capitalisme naissant. La thèse de Weber est inachevée, la thèse de Weber a été pas mal décriée, mais c'est une thèse qui influence encore beaucoup les chercheurs, les sociologues notamment aujourd'hui. Et la pensée de Calvin a aussi influencé un des pays préférés de Julien Girard. America, les États-Unis, qui est peut-être le pays capitaliste par excellence. Pour les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, les protestants ou anglicans blancs qui ont fui l'Europe pour le nouveau continent au 19e, eh bien ce territoire est l'espace des possibles, c'est le Far West, la ruée vers l'or. Tout est là à profusion, mais il faut extraire ces richesses par le travail, la force de la volonté et l'esprit d'entreprise, on y revient. Salut à toi, jeune entrepreneur. Chacun est maître de son destin, c'est la naissance du self-help, s'aider soi-même, qui donnera le self-made man. Et là, on commence un petit peu, un chouïa, à glisser sur le chacun pour soi. Et on se rappelle qu'à la base, tout ça, c'était pour le bien commun, normalement. Dans la première déclaration d'indépendance des États-Unis, basée sur des thèses calvinistes et sur la philosophie des Lumières, est inscrit le droit à la recherche du bonheur. La petite maison dans la prairie est la figure iconique de ces pionniers qui sourient au destin et construiront eux-mêmes leur bonheur. Mais revenons à Genève. Au fil des siècles, le canton, la cité, va se développer, accroître ses richesses, notamment grâce aux banques qui se font de plus en plus d'argent en finançant un peu tous les conflits qu'il y a en Europe à l'époque, et puis qui financent aussi souvent les deux camps, parce que tant qu'il y a un petit billet à se faire. Ça commence avec Louis XIV et la guerre de succession d'Espagne, puis de succession d'Autriche, la guerre de 7 ans, bref, ça ne s'arrête plus, et les Genevois financent souvent les deux camps. Les banquiers huguenots vont donc quand même se faire pas mal d'argent grâce aux monarques français. Et Voltaire, à ce sujet, dira à un ami parisien, je cite, et c'est savoureux, « Les Genevois ont conquis leur opulence à faire des mouvements de montre, à lire vos gazettes et à profiter de vos sottises. Ces gens-là savent calculer le bénéfice de vos emprunts. » Est-ce qu'il avait tort, le Voltaire ? À travers les siècles, cette place financière fait preuve d'une grande adaptation et est reconnue à l'international. Les banquiers genevois s'exportent durant des siècles, tel Télusson qui deviendra directeur de la Banque d'Angleterre, ou alors Necker, ministre des Finances de Louis XVI, ou encore De Galatin, secrétaire d'État au Trésor des États-Unis et cofondateur de la Banque fédérale américaine, et même inventeur du dollar américain, ou encore Georges Prévost, gouverneur du Canada. Et ça, c'est juste une toute petite liste. Ce patriciat, certains, pas tous, mais financeront aussi les traites négrières. Il y a aussi des trucs pas cool à l'époque, c'est que les nombreuses guerres ruinent les paysans. Cette bourgeoisie va racheter les terres pour des clopinettes. Et durant des siècles se forment les grandes fortunes des familles qui sont liées à la banque et qu'on connaît encore aujourd'hui. Les Bordier, les Hensch, les Sarrasins, les Turrettini, les De Candolle, les Pictet, les Lombards, les De Candolle. J'ai déjà dit les De Candolle ? Des grandes familles qui vont faire le rayonnement de Genève. Pour voir l'évolution de ces grandes familles patriciennes depuis la Réforme, je vous recommande un superbe ouvrage qui est sous le pied de micro. Crapaud. Ce super ouvrage, Les Chenevières. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on suit en fait des portraits depuis la Réforme de cette grande dynastie genevoise qui ont exercé tous les métiers importants. Il y a eu des banquiers, évidemment, des pasteurs, des tireurs d'or, des conseillers d'État, des médecins. Et on suit vraiment l'évolution de Genève et l'évolution de cette famille depuis le premier Chenevière qui a fui Lyon pour Genève. Justement, c'est ce qu'on disait en début d'épisode. Et en fait, on comprend à travers cette famille comment évoluer cette caste protestante, il faut bien le dire, très conservatrice. Il y a par exemple Arthur Chenevière, politicien et même conseiller d'État qui s'est farouchement opposé à James Fazzy,
James Fazzi qui luttait contre le pouvoir des banques et la mainmise de l'élite bourgeoise sur la politique, ou autre portrait, celui du banquier Alfred Chenevière, membre fondateur de la Banque genevoise de prêt et de dépôt, qui cultive son réseau en organisant des parties de chasse à courre et qui habite une très belle maison à Colonie dans laquelle il lui arrive de se vanter d'engranger les millions pour le plaisir d'amasser de l'argent, ce qui, rappelons-le, n'est pas très protestant normalement. Certains d'entre eux vont toutefois soutenir des œuvres de charité dans un esprit là plus calviniste cette fois, par exemple Jacques Chenevière et d'autres qui s'impliqueront fortement dans le lancement de l'Agence internationale des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, une institution qui sera durant longtemps dirigée par des protestants qui souhaitaient notamment rendre universelles ces valeurs humanistes calviniste. Esprit d'entreprise, accumulation de capitaux, reproduction sociale, philanthropie. Voilà comment on pourrait résumer cette caste huguenote protestante, une caste qui a fait la grandeur de la cité de Calvin encore durant le XXe siècle, mais aussi une caste qui a protégé ses acquis et parfois à l'encontre des travailleurs notamment. On se souvient des années 30 où le prolétariat a été fortement réprimé, alors même que Genève connaissait une vague de pauvreté sans précédent et que des gens étaient au chômage et souvent n'avaient rien à manger. Si je sais riche, j'aurais enfin tout le temps d'aller prier à la synagogue. Dans une société sécularisée, c'est-à-dire où la religion perd de son influence, dans une économie mondialisée, cette réalité, elle se meurt peu à peu et nos bonnes vieilles familles protestantes perdent de leur influence. Il n'y a d'ailleurs plus de Lombards au conseil d'administration de Lombardier, mais il y a toujours des Pictets chez Pictet par exemple. Le christianisme en tant que tel, j'ai un tout petit peu de peine. Alors que reste-t-il dès lors de cette éthique qui a tant fait pour le capitalisme ? Eh bien justement, dans sa thèse, Weber avait une prophétie. Selon lui, si on perdait cette éthique calviniste, cette charité, cette sobriété, ce sens spirituel, les conséquences seraient graves. On trahirait même complètement notre culture, car en effet, le libre jeu des intérêts particuliers ne conduit pas nécessairement au bien commun. Nous vivons ce que Bruno Coleman, économiste et auteur de Capitalisme européen, l'ombre de Jean Calvin, appelle un capitalisme désenchanté. Mais peut-être, selon lui, sommes-nous juste en transition ? Nous atteignons peut-être un pic, dit-il, et que cette déchristianisation de l'économie engendrera autre chose, avec un État-providence, donc un État protecteur plus fort, avec des individus plus humanistes et généreux. Et c'est peut-être même, selon lui, obligatoire si nous voulons éviter une anomie, c'est-à-dire la désintégration de nos valeurs communes. Deux questions pour terminer. Tout d'abord, est-ce que c'est dérangeant d'avoir eu ce passé parfois un peu trouble de ces élites pour construire cette cité, ce canton et cette richesse qui a fait aussi la fortune de la Suisse? Est-ce qu'il y avait vraiment une éthique calviniste qui fait qu'on devait redistribuer les richesses, quelque part faire plus de philanthropie? En fait, ça n'a jamais vraiment existé. Est-ce que vous pensez que les Bullois ont tort d'accuser les Genevois? Et est-ce que notre économie moderne aurait besoin de plus d'éthique, de plus de sens? Est-ce qu'on a perdu un peu ce sens de la communauté, du commun, où il faut redistribuer? Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et nous on fera une émission avec les historiens et historiennes pour revenir sur vos commentaires et essayer d'analyser tout ça et d'avoir la meilleure réponse possible. Abonnez-vous, à tout bientôt. J'appelle mon banquier. Allô, je suis encore à découvert. On a même plus de budget lumière. Ah